m'avoir invité à prendre part à cette table ronde organisée à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Alors, que représente cette journée pour nous les femmes? Pour répondre à cette question, laissez-moi vous raconter quelques histoires. La première, elle se situe à Paris et en est en 1791. Une femme, une écrivaine, vient de perdre son mari. Elle va décider de ne plus se remarier. Pourquoi? Parce que la loi française de l'époque interdisait à une femme auteure de publier un ouvrage littéraire sans l'autorisation de son mari. Et cette femme va donc faire le choix de conserver sa liberté de publication et de ne pas se marier, parce qu'elle compte effectivement publier une déclaration. Que va-t-elle publier exactement? Elle va publier une déclaration révolutionnaire par rapport à son époque. C'est la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Un texte qui n'est pas vraiment connu aujourd'hui parce qu'il ne nous parviendra qu'en 1986. Une sorte de plaidoyer pour la cause de la femme et de critique à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Cette femme, dont le nom est Olympe de Gouges, elle sera guillotinée 2 ans après et son cri ne sera pas entendu, du moins pas à cette époque. 1910, on est cette fois-ci à Copenhague et une autre femme, une Allemande, dont le nom est Clara Zetkin. Elle est directrice d'une revue célèbre, L'Égalité. Elle prône des idées vraiment très révolutionnaires par rapport à son époque. Elle parle de relations conjugales basées sur un partenariat. Elle parle également de divorce par consentement mutuel. Elle va avoir une idée, cette femme, l'idée d'organiser une journée internationale de la femme. Donc, elle a vraiment initié la journée qu'on fête le 8 mars. Mais cette journée ne va être reconnue qu'en 1945 comme une tradition mondiale. En tout cas, cette femme, elle va rêver à une journée internationale de la femme comme étant une sorte de propagande au droit de vote de la femme. Et oui, mesdames et messieurs, donc on est au XXe siècle et la femme n'a pas encore le droit de vote. Cette fois-ci, on va revenir un peu en arrière dans l'histoire. On est au IXe siècle, 800 et quelques, et on est au Maroc, à Fès, et une femme, fille d'un marchand très riche, qui va décéder, qui va lui laisser une grande fortune. Et cette femme, elle va avoir une idée de génie, vraiment révolutionnaire par rapport à son époque. Elle va rêver, cette femme. Elle rêvera un droit à l'enseignement pour tous. Cette femme, je suppose que tout le monde ici la connaît ou va la connaître, c'est Fatima El-Fihriya. Et cette femme, elle va donc dédier toute sa fortune à la construction d'une université, l'une des plus anciennes au monde, c'est l'université Al-Qarawiyya. 1950, une autre étape, un autre contexte. On est toujours au Maroc. Et un groupe de femmes milite à cette époque, vous imaginez, au Maroc des années 50. Elles militent pour le droit à la scolarisation des femmes. Elles militent également pour un droit à l'égalité dans la relation conjugale, un droit au divorce judiciaire, donc des choses que nous, on connaît aujourd'hui. Ces femmes ne seront pas entendues dans le Code du statut personnel de 1958. Mesdames et messieurs, bien d'autres histoires encore de femmes qui ont rêvé et qui rêvent toujours à un monde où la femme a toute la place qui lui revient de droit, où la femme est la partenaire de l'homme, main dans la main avec l'homme, non pas dans un esprit dualiste, mais dans un esprit d'union. Alors la journée de la femme, c'est la journée de l'hommage et de la gratitude à toutes ces femmes et à toutes celles qui luttent tous les jours, bien sûr chacune à sa manière, et à tous les hommes aussi qui soutiennent la cause de la femme. Alors on peut se poser la question où on en est aujourd'hui des rêves de ces femmes
en 2018, et surtout comment conserver les acquis et rester sur la même lignée qui a été faite par l'évolution ou par ces espoirs au féminin. Qu'est-ce qui a été fait aujourd'hui au Maroc jusqu'à date d'aujourd'hui? Quelles sont les réalisations? Alors, beaucoup de choses ont été réalisées au Maroc, que je vais synthétiser en deux grandes périodes historiques. La période de 2003 et la période de 2011. Pourquoi 2003 et pourquoi 2011? Qu'est-ce qui s'est passé durant ces périodes? Donc 2003, c'est la réforme du Code du statut personnel, et 2011, c'est la réforme de la Constitution. Et donc autour de ces deux grandes périodes historiques gravitent bien sûr des initiatives législatives et des actions gouvernementales qui sont également très importantes. Donc première période, c'est l'arrivée de la Moudawana. Elle va entrer en vigueur en 2004, exactement. Et la Moudawana, elle va apporter une nouvelle conception de la relation conjugale basée sur le partenariat, sur la concertation et sur ce qu'on peut dire la réciprocité des droits et des obligations entre les conjoints. Qu'est-ce qu'elle va nous donner, cette Moudawana? Deux choses importantes à mon avis. La première, c'est qu'elle va apporter l'équilibre entre l'homme et la femme dans la relation conjugale. Et la deuxième, c'est qu'elle va constituer une avancée considérable en matière de droits des femmes. Je m'explique. Alors, première chose que la Moudawana va apporter, c'est l'équilibre dans la relation homme-femme, dans tout ce qui est conjugal, relation conjugale. Premièrement, au niveau du droit de contracter le mariage. Donc, l'homme et la femme sont égaux concernant la